Afrique. Bonjour et bienvenue à vous ce jeudi dans Washington Forum. Nous revenons sur la situation politique en RDC. Le retour d'Étienne Tshisekedi, le calendrier électoral, le dialogue entre l'opposition et le pouvoir. On décrypte avec nos invités. Retour en RDC de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Parallèlement, la bataille sur le calendrier électoral avec le gouvernement Kabila se poursuit. Est-ce que l'opposition va s'unir? Quel dialogue fin novembre avec le gouvernement? Quid des procédures judiciaires contre Moïse Katumbi et Martin Fayulu? C'est tout de suite dans Washington Forum. Washington Forum. À 83 ans, il n'a plus la même fougue, mais Étienne Tshisekedi n'a rien perdu de sa popularité. Son retour à Kinshasa le mercredi 27 juillet a été une démonstration, un vrai tour de force. Le vieil opposant a été escorté jusqu'à son domicile par des dizaines de milliers de supporters, persuadés que la réapparition du Sphinx de Limété sur la scène politique ouvre la voie au départ du pouvoir du président Joseph Kabila. On fait le point tout de suite en images avec Bagassi Koura. Une marée humaine, le 27 juillet, des milliers de sympathisants ont accueilli le leader de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, 83 ans, revient à Kinshasa après 2 ans en Belgique. Tshisekedi foule le sol congolais alors que la tension politique monte dans le pays face à l'incertitude sur le calendrier électoral. C'est le peuple d'abord. Aujourd'hui, c'est le départ. Le président de la République arrive aujourd'hui. C'est ça la population, c'est ça l'opposition, c'est ça l'IDPS. On n'a pas donné l'argent aux gens. On va chasser Kabila même par force. Je me rappelle très bien que le peuple burkinabé s'est fait chasser, le campagne c'était le matin. Pourquoi pas nous, des Congolais? C'est l'événement de début du changement dans un pays. Comme vous savez que l'aspiration de notre peuple, dans son ensemble et à Kinshasa en particulier, ne veut plus du régime à place. Je reviens donc pour conjurer ensemble avec ses compatriotes le chaos qui se profile à l'horizon. Pour définir une stratégie commune face à Joseph Kabila, l'opposition congolaise s'était réunie autour d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles en juin dernier. Depuis son arrivée, il a rencontré plusieurs personnalités congolaises et étrangères, dont l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, Thomas Perriello. Depuis des mois, Washington demande le respect de la Constitution. L'opposant historique se bat depuis des décennies. Déjà sous le régime de Mobutu Sese Seko, il a participé à la conférence nationale souveraine. Il a été Premier ministre, puis il s'est opposé à Laurent Désiré Kabila, le tombeur de Mobutu. Maintenant, il a fixé une ligne rouge à Joseph Kabila, lui demandant de quitter le pouvoir dès le 20 décembre, à la fin de son mandat. Et avec nous, tout au long de cette émission, nous aurons plusieurs invités. On commence tout de suite avec Kinshasa, en direct avec nous, Lambert Mende, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. À mes côtés, Noël Tchiani, vous êtes haut fonctionnaire à la Banque mondiale et candidat à la prochaine élection présidentielle. Et peut-être que tout à l'heure, nous réussirons à joindre Félix Tshisekedi, qui n'est autre que le secrétaire exécutif en charge des relations extérieures à l'UDPS. Lambert Mende, je vais commencer avec vous tout de suite. Ce retour d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa, comment est-ce que vous l'avez perçu? Nous n'avons pas de commentaires spéciaux à faire sur le retour d'un Congolais au Congo. Je ne sais pas pourquoi cette question nous est posée tout le temps. Comme gouvernement, un concitoyen est allé aux soins à l'étranger, il a terminé ses soins, il est revenu au pays. Quoi de plus banal? Comme c'est une personnalité très connue, il y a eu beaucoup de ses partisans à l'aéroport. Notre devoir était simplement de commettre la police pour sécuriser son arrivée, ce qui a été fait à notre satisfaction. Et je pense à sa satisfaction, ça s'arrête là. Je ne sais pas pourquoi nous devrions commenter cela. Alors en mai 2015, Étienne Tshisekedi, qui est plutôt réputé comme étant inflexible, avait semblé plier devant des appels du pouvoir. Des négociations avaient été entamées entre des émissaires de la présidence et ceux de son parti, mais il a subitement changé de cap. Est-ce que de nouvelles discussions de cette nature pourraient être de nouveau envisagées ?
Vous n'avez pas la bonne information. C'est M. Tshisekedi qui a demandé qu'il y ait des négociations. Ce n'est pas le pouvoir qui a fait des démarches pour qu'il y ait des négociations. Le pouvoir a écouté M. Tshisekedi, qui est un leader de l'opposition. C'était le numéro 2 aux élections de 2011. Le président l'a entendu et a donc s'est rapproché de son point de vue en convoquant les négociations. Voilà la vérité. Alors on sait aujourd'hui qu'il y a quand même un climat tendu, du moins du côté de l'opposition. Est-ce que par exemple M. Tshisekedi peut être un nouvel interlocuteur pour le gouvernement, pour le pouvoir? Mais dans la mesure où le pouvoir cherche que les élections se déroulent dans le climat le plus apaisé, nous souhaitons que tout le monde, a fortiori M. Tshisekedi, qui représente la deuxième force politique du pays, la première dans l'opposition, il soit associé. Seulement, nous sommes un peu étonnés du caractère contradictoire de ces déclarations. Un jour, il veut les négociations, le lendemain, il n'en veut plus. Un jour, il exige la médiation internationale que nous ne voulions pas. Nous lui concédons cela, puis le lendemain, il se met à taxer le négociateur de tous les péchés d'Israël. Et là, nous ne comprenons plus. Alors là, vous parlez bien entendu du représentant de l'Union africaine, du médiateur qui a été choisi par l'Union africaine. Monsieur Noël Tchani, je me retourne vers vous. Comment vous, est-ce que vous avez vécu ce retour de Étienne Tshisekedi à Kinshasa? Madame, d'abord, merci de me recevoir sur le plateau donc, de la Voix de l'Amérique dans Washington Forum. Je suis un haut fonctionnaire international. Je voudrais d'abord préciser que je parle ici purement et simplement donc, à titre personnel. Donc, je n'engage pas la Banque mondiale. Mais en tant que Congolais, j'ai une cinquantaine d'années. Je n'ai jamais vu dans ma vie une personnalité politique congolaise accueillie de la façon dont M. Tshisekedi a été accueilli lorsqu'il est retourné donc, de Bruxelles à Kinshasa après 2 années d'absence. Il y avait au moins dans la rue, d'après la Libre Belgique, au moins 1 million de personnes donc, dans les rues de Kinshasa pour accueillir donc M. Tshisekedi. À mon avis, cet accueil a une signification. C'est un accueil qui veut dire que beaucoup de personnes donc, soutiennent le combat que Tshisekedi a toujours mené. Il a toujours mené le combat donc, en faveur d'un état de droit au Congo. Il a toujours mené le combat contre les dictatures successives donc, en République démocratique du Congo. Et il a toujours prôné la bonne gouvernance et il voudrait que le pays puisse donc retrouver une vie de stabilité dans l'ensemble. Mais quand le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement dit que M. Tshisekedi a été vers eux pour des négociations, est-ce que c'est la version que vous avez? Parce qu'apparemment, nous n'avons pas la même version des faits. Est-ce que vous, c'est la version que vous avez aussi? Je ne sais pas ce qu'il entend par le mot véreux. Je pense que M. Mende a une façon de parler qui lui est propre. Moi, je n'irai pas donc dans ce sens-là. Je considère que M. Tshisekedi représente donc actuellement donc le rassemblement des forces politiques et sociales de l'opposition. Ces rassemblements donc regroupent tous les partis politiques donc d'opposition. Et il y a une grande portion de la population congolaise qui adhère donc aux thèses que défend M. Tshisekedi. Alors, M. Lambert Mende, vous êtes toujours avec nous? J'aimerais qu'on revienne ensemble sur, sur le médiateur de l'Union africaine qui est fustigé par l'opposition. Aujourd'hui, quelle est la situation? Quelles sont les choses qui se mettent en place vers ce dialogue avec l'opposition? Je vous serais d'abord reconnaissant, madame, de ne pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Pour permettre à M. Tchani de flatter son maître à penser il est candidat président, il veut flatter un autre candidat président, ça le regarde. Je n'ai pas dit que Tshisekedi était véreux. J'ai dit qu'il y avait des contradictions dans les propos de M. Tshisekedi. Nous parlons français. Non, donc, il a dit qu'il s'est tourné vers eux. Et je pourrais même mettre fin à la conversation si vous me faites dire Monsieur Mende, que je n'ai pas dit, je maîtrise assez le français. Monsieur Mende, je vous en prie, il y a eu une incompréhension. Il n'a pas dit véreux. Je suis son aîné. Et donc, je n'ai pas dit véreux, il n'a pas entendu dire véreux. Il ne faut pas m'utiliser pour flatter Tshisekedi. Mais il y a des contradictions et je pense que l'Union africaine n'a pas accepté cela. La communauté internationale non plus. Tous les ambassadeurs sont allés le dire à M. Kodjo, qui lui maintiennent
leur confiance. Je crois que même Tom Perriello, l'envoyé spécial des États-Unis, est allé dire à M. Tshisekedi que ces attitudes contradictoires ne peuvent pas aider à faire avancer le processus. Voilà ce que je dis. Je ne dis pas véreux parce que véreux, c'est trop péjoratif et j'ai trop de respect pour un aîné comme M. Tshisekedi pour utiliser un tel propos. Et je vous prie à l'avenir de ne dire que ce que moi j'ai dit. Une réponse, une réaction Écoutez, si vous n'avez pas dit donc le mot véreux, je vous félicite pour cela, mais j'ai dû réagir donc à la prononciation donc, de ce mot par Mme Mossot, et je crois que vous l'avez donc prononcé. Si vous ne l'avez pas dit, donc on ne va pas donc s'attarder donc là-dessus. Mais j'estime aussi, Monsieur Mende, vous êtes aussi un aîné, et je vous respecte aussi au même titre que vous respectez Monsieur Tshisekedi. Ce qui est important ici, c'est qu'on dise une chose, c'est que depuis 2011, la République démocratique du Congo est bloquée. Il y a eu des élections chaotiques de 2011. Ces élections, jusqu'à aujourd'hui, personne donc ne connaît qui a été réellement donc élu. M. Tshisekedi a dit qu'il a été élu. M. Kabila a dit qu'il a été élu. Bon, M. Kabila s'est installé au pouvoir donc grâce à la force donc des armes. Il s'avère depuis 2011 la nécessité en République démocratique du Congo d'avoir un dialogue franc autour donc des enjeux congolais pour qu'on puisse déterminer qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Donc le fait que Etienne Tshisekedi ait demandé qu'il y ait donc dialogue et que le président Kabila ait accepté de suivre sur ce chemin-là, il faudrait encourager donc les deux que nous puissions maintenant aller au dialogue. Alors pour aller au dialogue, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de tenir un dialogue franc? Parce que ça ne sert à rien donc de faire semblant donc d'aller à un dialogue si on ne peut pas donc réunir un certain nombre donc de préalables pour que tout le monde puisse se sentir donc à l'aise. Les conditions pour aller au dialogue aujourd'hui, on demande la libération des prisonniers politiques. On demande donc notamment que la transformation de ce qu'on appelle donc le groupe de soutien à la facilitation en groupe de facilitation pour que les décisions donc soient prises donc de façon collective au niveau donc de la facilitation. Ces choses-là, moi j'estime qu'elles sont fondamentales et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le gouvernement de la République démocratique du Congo ne peut pas donc y accéder. Monsieur Mende, je vous prie de prendre la parole. Je vous en prie, allez-y. Oui, je me rapproche plus ou moins de M. Tiani maintenant. C'est vrai que nous devons absolument trouver une issue à ce problème, tout en disant que ce n'est pas M. Kabila qui s'est proclamé président, il s'est installé. Il y a au Congo une commission électorale nationale indépendante qui a en charge la proclamation des résultats. Il y a au Congo une cour constitutionnelle qui a confirmé ces résultats. Bon, maintenant, on peut ou pas ne pas être d'accord avec ces résultats, quoi qu'il en soit. C'est M. Kabila qui a gagné l'élection de 2011 et M. Tshisekedi était en numéro 2. Il ne l'a pas accepté, c'est son droit. C'est le droit de M. Tiani de le suivre à ce sujet-là. Mais maintenant, un dialogue, là où je le rejoins, c'est qu'un dialogue est indispensable. Mais la plupart des conditions que M. Tshisekedi avait mis à ce dialogue qu'il a demandé ont été rencontrées. La facilitation internationale, nous ne l'avons pas voulu au départ, estimant que nous étions suffisamment mûrs 56 ans après l'indépendance, mais il a insisté et nous avons accepté, et l'Union africaine de concert avec les Nations Unies ont désigné une personne, ça aurait pu être Edem Kodjo ou un autre, mais il a été désigné, et voilà qu'aujourd'hui il est récusé par M. Tshisekedi, de sorte que nous sommes obligés de constater ces contradictions. M. Tiani a parlé avec raison d'apaiser le climat par la libération de ceux qu'il appelle prisonniers politiques. Le président a libéré pratiquement l'ensemble des détenus qu'il y a sur le territoire congolais. Seulement, ce que M. Tiani ignore, et je dois le lui dire, c'est que la loi congolaise n'autorise pas le président de la République à amnistier des personnes qui sont coupables de violences sexuelles et d'assassinat. Alors, vous avez parmi certains amis de M. Tshisekedi qui tient à voir libre des personnes qui sont poursuivies pour ces incriminations-là. Ces personnes-là seulement n'ont pas été libérées. Alors on ne peut pas venir violer la loi pour faire plaisir à M. Tshisekedi. On a libéré tous ceux qui étaient libérables, mais ceux qui sont poursuivis pour des infractions de violence sexuelle, dans un pays qu'à un moment on a qualifié de capitale mondiale du viol, ceux qui ont été accusés d'assassinat dans un pays où nous avons perdu plus de 6 millions de personnes, on a par la loi interdit au président de pouvoir procéder à leur libération.
là est peut-être un problème. Mais on ne peut pas faire des préalables à un dialogue sur des choses que l'on peut mettre sur le calendrier du dialogue et les discuter lorsque nous serons autour d'une table. Alors justement, le calendrier du dialogue, à quand justement ce dialogue? On sait qu'il a été reporté sine die, mais est-ce qu'il y a un agenda qui se profile? Nous pensons que très bientôt le dialogue va avoir lieu avec ceux qui le souhaitent, parce que le dialogue, il n'est pas convoqué uniquement pour faire plaisir à M. Kabila ou à M. Tshisekedi. Le dialogue, c'est pour régler un problème de comment les Congolais gèrent les situations post-électorales. C'est pour la République démocratique du Congo. Et donc nous espérons que M. Tshisekedi reviendra à une position beaucoup plus raisonnable, parce que c'est lui qui rejette aujourd'hui ce dialogue qu'il a demandé au départ. C'est déjà la fin de cette première partie. On va revenir tout de suite après une courte pause pour la suite de cette émission. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vie africaine. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. De retour dans ce Washington Forum consacré au feuilleton politique congolais qui tient le continent en haleine. Les points de discorde entre le gouvernement et l'opposition se sont multipliés depuis le début de l'année. L'élection présidentielle censée se tenir avant fin décembre 2016 continue de cristalliser les tensions. Si d'un côté l'opposition tient à ce que l'élection ait lieu dans les délais, de l'autre le pouvoir estime qu'il sera difficile de les organiser dans le contexte actuel. C'est un récit signé John Linden. Un des arguments du pouvoir sur la lenteur du processus, l'indispensable révision du fichier électoral. La Cour constitutionnelle a accordé au président Joseph Kabila, dont le mandat arrive à terme à la fin de l'année, de se maintenir au pouvoir si la présidentielle n'est pas organisée dans les délais. L'arrêt de trop pour l'opposition qui dénonce un glissement offert à l'actuel chef d'État. Il l'accuse de tenter de briguer un troisième mandat. Et de leur côté, les partisans de Kabila ne lâchent rien. Oui, je vais le soutenir pour un troisième mandat. Si vous ne voyez pas les progrès qui sont faits noir sur blanc, en tout cas, moi je peux vous le montrer. Ces derniers mois, l'opposition a multiplié des manifestations à travers le pays. Le gouvernement a réagi avec force. De nombreux opposants ont été arrêtés, intimidés ou font encore l'objet de poursuites judiciaires. C'est dans ce climat que l'opposant historique Étienne Tshisekedi est rentré à Kinshasa après 2 ans d'absence. Certains voient en lui l'espoir d'une éventuelle transition après le 19 décembre, fin du mandat officiel de Joseph Kabila. On ne peut pas entrer dans le jeu où on veut chercher à séparer l'opposition. Sincèrement, on n'entre pas dans ce jeu-là. Tout le monde est là, tout le monde est opposant. On est là vraiment pour la tenance de ce pays. En attendant, la communauté internationale appelle à un dialogue national inclusif et insiste
sur le respect de la Constitution. Toujours avec nous en ligne depuis Kinshasa, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Mende, et avec nous ici en plateau, M. Noël Tchani. M. Mende, une première question que beaucoup se posent, est-ce que l'on peut organiser les élections présidentielles avant la fin de l'année? Cette question est mal ciblée parce que dans la loi, le droit congolais a arraché au gouvernement les compétences en ce qui concerne l'organisation des élections pour les confier à une commission électorale indépendante. Et le président de cette commission a déjà dit qu'il ne pouvait pas organiser des élections sans corps électoral. Le corps électoral doit être constitué par un fichier électoral qu'il a commencé à mettre à jour sans attendre la permission de qui que ce soit. Il a simplement demandé le soutien du gouvernement et de la communauté internationale. Le gouvernement lui a donné quelques centaines de millions déjà, lui a donné 4 avions gros porteurs, 3 hélicoptères, 50 véhicules. Il a commencé le travail de constitution de ce fichier et nous attendrons qu'il nous dise quand il va convoquer le corps électoral. Donc ce n'est pas une question à laquelle je pourrais répondre utilement. Mais on parle de plusieurs mois pour le processus d'enrôlement. Alors on sait que la liste semble longue au niveau des candidats exactement. Est-ce que vous qui vous portez candidat, comment est-ce que, M. Tchani, on peut être candidat aussi loin? Comment est-ce que vous vous organisez, par exemple? Vous savez, on peut être à Washington, mais je suis constamment en République démocratique du Congo. À travers les médias, j'ai des contacts. J'ai fait beaucoup donc, de voyages en République démocratique du Congo. Par exemple, l'année dernière, j'étais là-bas 4 fois. Alors, ceux qui sont sur place, qui sont des candidats, je donne l'exemple de Martin Fayulu. Il a essayé de se déplacer donc, de Kinshasa pour tenir un meeting donc, au Bandundu. Et quand il est arrivé là-bas, on lui a empêché de pouvoir tenir donc, le meeting. Il est revenu à Kinshasa, où il est donc cloisonné là-bas. Donc, si je partais aujourd'hui et que je sois à Kinshasa pour essayer de faire le tour de la République, je suis sûr que je serais confronté au même problème que Martin Fayulu. Donc, vous êtes en train de dire que c'est plus facile de battre campagne en ne vivant pas dans le pays? Non, je ne dis pas ça. Tout ce que je dis, c'est que les conditions pour que les opposants politiques ou bien tous ceux qui sont des candidats puissent se déployer librement et exprimer donc leurs pensées, défendre donc leur projet de société, ces conditions ne semblent pas encore donc réunies. D'où l'utilité donc d'avoir donc le dialogue qui devrait avoir lieu. Mais je voudrais revenir sur quelque chose donc que M. Mende Omalanga a dit tout à l'heure. D'abord, il a qualifié M. Tshisekedi de mon maître à penser, mais je voudrais dire aussi que si Tshisekedi est mon maître à penser, M. Kabila est son maître à penser aussi. Donc il faudrait que ce soit très clair. Maintenant, en ce qui concerne donc le dialogue est important, mais l'ordre du jour de ce dialogue-là doit être préparé donc dans le comité préparatoire. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui représentent donc chaque côté, qui se retrouvent donc dans le comité préparatoire pour qu'on puisse donc baliser le terrain et qu'on sache exactement de quoi on va parler, combien de jours, combien donc de gens vont représenter donc chaque parti. Alors là où le bas blesse, c'est quoi? C'est que ces genres de démarches doivent être donc décidées de façon conjointe. Mais la première réunion du comité préparatoire ne pouvait pas être appelée ou bien convoquée de façon unilatérale par le facilitateur sans qu'il y ait aussi donc l'assentiment de chacun ou de chacune donc de 2 partis, donc à savoir donc la majorité, mais également aussi donc l'opposition. Monsieur Mende, j'aimerais revenir vers vous avec cette position. Justement, aujourd'hui, on se pose l'opposition, elle, accuse Monsieur Kabila de vouloir se représenter, mais très officiellement, le président Kabila n'a jamais annoncé sa candidature. Ou est-ce qu'il l'envisage, ou est-ce qu'on en est à ce niveau-là? C'est un pur procès d'intention. Je pense qu'il panique à voir la popularité de M. Kabila, puisque lorsque mon compatriote M. Tchani parle de l'intérieur du pays, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Les gens savent qui fait quoi pour eux. Et donc, même à Kinshasa, le meeting que nous avons tenu vendredi dernier a démontré l'implantation de M. Kabila dans les esprits des gens, parce qu'il a reconstruit le pays en dépit des difficultés qu'on a multipliées sous ses pieds. Mais écoutez, nous devons absolument parler avec notre opposition, parce que ce sont nos compatriotes. Le pays n'appartient ni à M. Kabila ni à M. Tshisekedi. C'est pourquoi nous avons adhéré au schéma de ce
dialogue, mais dire que Kabila veut un troisième mandat, c'est un pur procès d'intention. Et même vous-même, dans votre présentation, madame, en disant que la Cour a permis à M. Kabila de rester au pouvoir, c'est une fausse interprétation. Alors, quelle est l'interprétation exacte? Lire l'article 70, alinéa 2 de la Constitution qui prévoit que tant que les élections n'ont pas encore été organisées, le président en exercice, qui s'appelle Kabila ou Tshisekedi ou Mende ou Tiani, n'importe qui est président en exercice, puisque c'est une constitution qui dépasse les personnes, reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Voilà ce que la Cour a dit. Donc dire qu'on a autorisé Kabila à faire ceci, non, la Constitution estime que tant qu'il n'y a pas élection, le président en exercice reste en fonction. Nous nous étonnons que nos compatriotes s'offusquent de cela. Il aurait fallu alors battre campagne contre cette disposition de la Constitution qui existe bel et bien. Monsieur Tiani, Monsieur Mende, je vais rester d'abord avec vous pour cette question. On va revenir très vite sur le dialogue aussi avec vous. Justement, ce dialogue, Monsieur Tshisekedi récuse donc toujours Edem Kodjo. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, Monsieur Mende, qu'il y ait dans ce dialogue pour que le pays avance? Je pense que le dialogue ne doit pas être considéré comme un cadeau que l'on fait à un individu. Fait-il une célébrité comme M. Tshisekedi ou une célébrité comme M. Kabila? Je parle bien des deux. Le dialogue, c'est quelque chose qui est fait pour résoudre le problème des Congolais. Il faut éviter les appropriations individuelles de ces forats qui sont des choses tout à fait nationales, qui appartiennent au peuple congolais. Et donc, M. Tshisekedi n'a pas à récuser quelque chose qu'il a demandé lui-même avec beaucoup d'insistance. Nous avions la position, on n'avait pas besoin d'un facilitateur. Il est tout à fait normal que nous puissions discuter entre Congolais. C'est qu'en 6 ans après l'indépendance, nous vivons cela un peu avec une certaine gêne, que 56 ans après l'indépendance, il faut que des amis étrangers viennent plus ou moins arbitrer des discussions que nous pouvons avoir entre nous. Et donc, c'est lui qui a insisté. C'est en réponse à une revendication qu'il a faite que l'Union africaine, avec les Nations Unies et les autres, ont désigné M. Edem Kodjo. Et donc, maintenant, lui récuse M. Kodjo en l'appelant kabiliste. Mais au nom de quoi? C'est pas Kabila qui a désigné M. Kodjo. Kodjo fait un effort et les ambassadeurs africains et ceux de l'Union européenne l'ont constaté hier. Il le fait de manière tout à fait impartiale. Et donc, c'est comme si on cherchait simplement à éviter ce dialogue pour créer un schéma de chaos qui ne profitera certainement à personne, bien que certains croient que ça pourrait leur profiter. On va donner la parole tout de suite à M. Tiani. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue? Oui, d'abord, je voudrais dire que M. Mende fait appel à la notion de la souveraineté lorsque ça les arrange. Mais de l'autre côté, vous savez aujourd'hui que le Congo il y a 20 000 casques bleus qui sont au Congo depuis très longtemps. Dans ces conditions, faut-il parler vraiment donc de la souveraineté? Donc ça, c'est un point que je voulais souligner. Mais il a dit aussi que le président de la République, d'après la Constitution, l'article 70, reste en poste jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président démocratiquement élu. Mais je voudrais l'inviter à lire aussi les 2 articles qui accompagnent cet article dans la même Constitution. C'est l'article 73 qui dit que le scrutin de l'élection pour l'élection présidentielle est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du président en cours. S'il n'y a pas convocation donc de cette élection, il y a violation de la Constitution. Malheureusement, on ne peut pas entrer dans les détails. On va prendre tout de suite les réactions Facebook parce que vous êtes nombreux à réagir sur VOA Afrique. Georges Mboyi en RDC qui dit « Il n'y aura pas de changement tant que Tshisekedi demeure encore un opposant incapable de réaliser ce qu'il a dit à nos parents déjà sous Mobutu. Pour moi, c'est une distraction. » Ou encore Soumaïla Rwamba au Mali qui dit « Voici quelqu'un que la Belgique a préparé pour revenir diriger la RDC et servir les intérêts belges. Il suffit juste d'écouter les éloges des médias occidentaux pour comprendre. » Et enfin, nous avons Romain Bonou au Bénin qui dit « Je pense que l'opposition politique a encore le temps de travailler la mentalité de la jeunesse congolaise et les autres forces vives de cette nation. » C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.